Jean-Noël Barrot, je vous propose de venir nous rejoindre sur scène, donc ministre délégué chargé du numérique. Les régions, vous connaissez aussi bien, parce que vous avez eu un rapport il y a quelques temps déjà autour de ce sujet. Je vous laisse la parole pour nous parler, j'imagine, un peu d'intelligence artificielle, sans doute. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Véronique, Mesdames et Messieurs. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce top 250. Et je vais, si vous me le permettez, vous dire quelques mots d'intelligence artificielle parce que la Présidente a raison de dire qu'il y a en France, dans notre société, dans nos sociétés démocratiques, une anxiété relative au numérique qui s'est amplifiée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Eh bien parce que s'est propagée une inquiétude d'un grand remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, d'une forme d'inquiétude, d'une grande dépossession de ce que nous sommes, de ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre avenir, par les automates, les logiciels et les robots. Et je crois qu'il faut d'abord faire un petit exercice de définition pour s'apercevoir qu'en réalité, il n'en est rien et que le grand remplacement n'aura pas lieu. Parce qu'il y a une différence très importante il y a deux différences très importantes entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. La première différence, elle était déjà notée par Blaise Pascal il y a 400 ans, puisqu'on fête cette année le 400e anniversaire de sa naissance, lorsque, face à sa Pascaline, c'est-à-dire la première calculatrice jamais inventée, l'ancêtre très lointain de ChatGPT, si l'on peut dire, il constatait déjà qu'il y avait quelque part une différence plus grande entre la calculatrice et l'homme et l'animal qu'entre la calculatrice et... attendez, que je le trouve dans le bon sens. Une différence plus grande entre la calculatrice et l'homme qu'entre l'animal et l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que là où la calculatrice, la Pascaline, pouvait donner l'impression d'accéder à des raisonnements dont seul l'humain était capable et non pas l'animal, eh bien l'humain comme l'animal étaient dotés, pour leur intelligence, de quelque chose dont ne disposait pas la Pascaline, c'est-à-dire la volonté et l'intention. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que l'intelligence humaine procède des interactions entre nos 100 milliards de neurones et notre environnement au travers de nos 5 sens, avec une interaction permanente entre nos sens et nos raisonnements. Quelque chose qui peut-être dans très longtemps sera accessible aux automates et aux robots, mais qui aujourd'hui ne l'est évidemment pas. Et en fait, quand on fait cet exercice de définition, on s'aperçoit que peut-être nous avons, comme nous le faisons trop souvent, emprunté l'expression intelligence artificielle à l'anglais, où le terme d'intelligence s'apparente plutôt au concept de renseignement, comme par exemple dans l'acronyme CIA, où l'intelligence de la Central Intelligence Agency est en fait l'intelligence du renseignement et de l'assistance plutôt que quelque chose qui viendrait répliquer l'intelligence humaine. Et donc, une fois que l'on fait cet exercice de définition, on peut respirer en s'attachant, comme face à toute évolution technologique, à s'interroger de manière très simple sur ce que cette technologie peut apporter de positif, sur les risques qu'elle suscite, de manière à pouvoir se saisir des opportunités qu'elle provoque et écarter les risques avec lesquels elle nous arrive. Et s'agissant des opportunités, elles sont gigantesques et de notre point de vue, elles sont particulièrement remarquables dans 3 domaines. Celui de l'accélération de la recherche scientifique et en particulier de la recherche en santé, celui de la transition écologique et celui de l'accès aux services publics. Je commencerai par l'accélération de la recherche scientifique avec le premier des grands modèles qui est AlphaFold de Google DeepMind qui a permis de synthétiser le repliement des protéines ou de simuler le repliement de 200 millions de protéines grâce à un modèle transformer qui a précédé ChatGPT et tous les GPT qu'on a vu fleurir depuis. Le repliement ou la simulation du repliement de 200 millions de protéines
ça représente l'équivalent d'à peu près 1 milliard d'années de recherche universitaire d'économiser pour l'humanité. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans ce cas-là, mais dans les autres cas qui vont être des terrains fertiles pour l'application de l'intelligence artificielle générative et qui vont nous permettre de progresser à la vitesse de la lumière, presque, en matière de découverte scientifique. Et on voit déjà des entreprises françaises, européennes s'en saisir, et je pense en particulier à la start-up franco-américaine Hawkin, qui mobilise l'intelligence artificielle générative, pour développer des traitements et des remèdes à des maladies auxquelles on avait peut-être renoncé à essayer de trouver des solutions jusqu'à présent. Deuxième terrain dans lequel nous voyons des opportunités considérables pour l'intelligence artificielle générative, c'est la transition écologique. L'amélioration de notre efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte carbone de nos mobilités, de notre habitat, de notre industrie, de notre alimentation et l'adaptation au changement climatique. J'étais hier dans le Finistère à la rencontre des collaborateurs, des opérateurs télécoms qui sont en train, tant bien que mal, pylône après pylône, de rétablir les communications électroniques pour les habitants du Finistère et des 14 autres départements qui ont été très brutalement touchés par les tempêtes Ciarán et Domingos. Grâce à l'intelligence artificielle générative, non seulement allons-nous pouvoir réduire l'impact de nos activités humaines sur le dérèglement climatique, mais aussi mieux anticiper, prévoir et nous adapter aux conséquences dramatiques de ce dérèglement sur nos modes de vie. Je citerai un exemple, une start-up française, Kairos, qui a levé 40 millions d'euros il n'y a pas très longtemps et qui applique l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative aux images satellitaires pour pouvoir, partout dans le monde, mesurer l'empreinte carbone de toute installation industrielle, de manière à pouvoir la comptabiliser et donc à pouvoir la réduire. Mais beaucoup d'autres exemples me viennent à l'esprit sur ces sujets de transition écologique. Et puis, dernier terrain particulièrement fertile, me semble-t-il, pour l'application de l'intelligence artificielle générative, c'est l'accès aux services publics. Parce que nous avons, grâce au logiciel, dématérialisé l'accès à un certain nombre de services publics en pensant le simplifier. Ce faisant, nous nous sommes assez lourdement trompés dans un grand nombre de cas. Je laisse de côté le site des impôts, qui est particulièrement bien réussi, mais on se donne du mal à Bercy quand il s'agit de vous prendre de l'argent. Mais dans bien d'autres cas, nous avons été beaucoup moins efficaces, et en dématérialisant et en pensant simplifier, nous avons en réalité creusé des fractures très profondes entre ceux qui sont à l'aise avec les outils numériques et ceux qui le sont moins. Et il y a aujourd'hui dans notre pays un tiers de nos concitoyens qui sont éloignés du numérique, soit parce qu'ils ne sont pas internautes, soit parce qu'ils ne se sentent pas compétents. Avec l'intelligence artificielle générative vient un certain nombre de promesses. Celle de désengorger un certain nombre de tribunaux. Non pas qu'on confie les jugements à ChatGPT, mais qu'on puisse traiter une partie de la documentation de manière simplifiée grâce à l'intelligence artificielle générative. Alléger la charge administrative extrêmement lourde qui pèse sur les épaules aujourd'hui des soignants, qui finissent par se demander ce qu'est devenu le sens de leur vocation. Alléger la charge administrative des forces de sécurité, que ce soit les gendarmes, les policiers ou les pompiers. Mais au-delà de ces facilités offertes aux agents du service public, il y a une promesse qui me paraît encore plus importante, à condition qu'on s'en donne les moyens, c'est de pouvoir à terme substituer à des démarches particulièrement compliquées, où en réalité on est passé d'un CERFA qu'on remplissait avec un papier et un crayon, à un CERFA qu'il faut déjà trouver en ligne sur le site internet compliqué avec un menu déroulant abscon, et qu'il faut remplir avec une souris et un clavier que bien de nos concitoyens n'ont pas encore tout à fait appris à maîtriser le fonctionnement. Bien, la promesse de l'IA générative, c'est qu'on puisse à terme pouvoir accéder, mesdames et messieurs, à ces droits et aux services publics avec l'instrument le plus simple du monde, celui que l'on a le premier appris à maîtriser, je veux parler du langage. Et si nous avons cette vision-là, si nous nous y tenons, alors nous aurons réparé les dégâts que la première vague, la première génération de dématérialisation ont fait en matière de justice sociale et de justice numérique,
en faisant de cet outil-là un outil d'inclusion plutôt qu'un outil qui, s'il simplifie la vie pour certains d'entre nous, la rend plus compliquée pour un grand nombre d'autres. Et pour parvenir à tout cela, pour que l'IA générative délivre ses promesses en matière d'accélération du progrès scientifique, de transition écologique et d'accès aux services publics, alors il y a une condition absolument vitale qu'il nous faut satisfaire. Cette condition vitale, c'est que nous puissions développer en France et en Europe nos propres modèles. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'il serait inconcevable que ces modèles qui vont s'imposer, tant ils sont irrésistibles, tant les gains de productivité qu'ils vont engendrer dans nos entreprises sont importants, tant les facilités qu'ils vont octroyer à nos concitoyens sont spectaculaires. Nous utiliserons l'intelligence artificielle générative. La question, c'est d'où viendra-t-elle ? Et nous considérons, avec le président de la République, avec Bruno Le Maire, qu'il est vital que ces modèles viennent de France et d'Europe. Parce qu'il serait inconcevable qu'ils ne soient pas forgés au feu de la langue et de la culture française, qu'ils ne soient pas marqués du sceau de notre vision du monde et de notre vision de l'homme. Parce qu'il serait inconcevable de nous créer une nouvelle dépendance à l'égard d'acteurs puissants situés bien loin des frontières de l'Union européenne, mais surtout, et ça vous le savez parfaitement, parce que nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens parce que nous disposons d'atouts considérables et que nous disposons de tous les ingrédients, il n'y en a pas beaucoup en réalité, pour fabriquer un beau modèle de langage. Un modèle de langage, c'est très facile à faire. Il suffit d'avoir des talents, il suffit d'avoir des données et il suffit d'avoir de la capacité de calcul. Des talents, nous en avons depuis 400 ans, mais de plus en plus depuis que, en 2018, le président de la République a souhaité lancer une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle suite au rapport Villani, qui a conduit à la création d'instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les 3 IA, à Toulouse, à Grenoble, à Nice et à Paris, qui ont permis de faire doubler le nombre de diplômés dans la discipline. Et par ailleurs, dans tous les laboratoires de recherche en IA, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, vous trouvez des Français issus de nos plus grandes universités. La nouveauté, c'est que ces Français, désormais, reviennent ou créent en France leur propre entreprise. Et si nous pouvons nous targuer aujourd'hui d'avoir des Mistral, d'avoir des Lighton, d'avoir des Dust, qui nous permettent d'espérer rivaliser dans un horizon assez court avec les modèles développés ailleurs, outre-Manche, outre-Atlantique, c'est précisément parce que nous avons ce réservoir de talents et ces esprits formés dans nos universités qui parfois ont fait un détour dans les laboratoires des géants du numérique, mais qui aujourd'hui sont revenus dans leur pays pour y entreprendre et y développer ce type de modèle. Le deuxième ingrédient, ce sont les données. La plupart des modèles en circulation se sont entraînés sur le plus grand lac de données disponibles, c'est-à-dire l'Internet, mais qui est un lac en réalité qui n'est pas tout à fait représentatif du patrimoine textuel ou audiovisuel de l'humanité, et encore moins du patrimoine textuel et audiovisuel de la France et de l'Europe. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé avant l'été à Vivatech une enveloppe de 40 millions d'euros pour que nous commencions à numériser notre patrimoine considérable textuel et audiovisuel, de manière à créer des jeux d'apprentissage pour ces modèles qui, au passage, respecteront les droits d'auteur, respecteront la vie privée et les données personnelles, et qui permettront aux développeurs de modèles de disposer d'une infrastructure, en tout cas de jeux de données, idéalement préparés pour l'apprentissage de leurs modèles. Et puis le troisième ingrédient, avec les talents et les données, c'est la puissance de calcul. La puissance de calcul, ce sont d'abord des GPU. Et là aussi, grâce à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, initiée par le président de la République, nous avons pu, avec notre supercalculateur Jean Zay, entraîner le modèle Bloom,
grâce à un consortium emmené par Hugging Face, qui a été l'un des tout premiers grands modèles de langue, qui fait notre fierté. Je ne sais pas si vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, mais même Jean-Luc Mélenchon, hier, s'est félicité du développement en France du modèle Bloom, ce qui, à mon avis, est une validation définitive de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et il nous faut aller plus loin. C'est pourquoi le président de la République a aussi annoncé à Vivatech un renforcement avec 50 millions d'euros de la capacité de Jean Zay pour la pousser à son maximum et mettre à disposition des chercheurs comme des startups notre puissance de calcul, en même temps que nous avons beaucoup discuté avec la Commission européenne pour que la puissance de calcul dans la sphère publique en Europe soit fédérée de manière à ce que nos entreprises et chercheurs puissent en bénéficier au mieux. Je précise au passage que ces GPU, dans la sphère publique, commencent à être assez nombreux en Europe. En réalité, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, l'Europe est à peu près au même niveau que les États-Unis pour ce qui concerne la sphère publique. C'est 45-50 000 GPU en Europe, dans les laboratoires publics, dans les data centers publics, et aux États-Unis, c'est 60 000. Donc on est vraiment dans le même ordre de grandeur. Là où le bas blesse, c'est évidemment dans la sphère privée, où là, vous avez un ordre, voire 2 ordres de grandeur de différence entre les GPU acquis par des acteurs privés aux États-Unis, 100 000, 200 000, 300 000 selon qu'on prend le réalisé ou le budgété pour 2024, et quelques milliers seulement en Europe, même si Nvidia a commencé à réaliser des allocations, et notamment des allocations en France, grâce à l'investissement significatif de Xavier Niel, mais aussi grâce à l'investissement que j'évoquais, puisque le renforcement de Jean Zay va se faire sans doute en lien avec Nvidia. Ça suppose qu'à un moment donné, il faudra que les acteurs privés, et nous avons des grands groupes, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des grands groupes avec les poches pleines, il y a aussi en France et en Europe des grands groupes qui certes ne sont pas toujours des acteurs du numérique, mais que rien n'empêche d'investir dans la puissance de calcul pour que se développe en Europe un écosystème vibrant. Et nous avons toutes les chances d'y parvenir parce que la puissance de calcul dépend de ces puces, mais elle dépend aussi de l'énergie mobilisée pour les faire tourner. Et comme vous le savez, nous disposons en France d'un mix énergétique particulièrement décarboné et particulièrement attractif. Donc, même si les prix de l'électricité sont aujourd'hui un peu chers, ces acteurs de long terme regardent avec beaucoup d'intérêt notre mix énergétique pour l'implantation de cette puissance de calcul. Donc, vous voyez, avec les talents, avec les données, avec la puissance de calcul, nous avons tous les atouts pour qu'en France et en Europe soient développés dans les prochaines semaines et les prochains mois des modèles susceptibles de rivaliser avec ceux dont on nous rabat les oreilles depuis un certain nombre de mois maintenant. Et c'est bien notre intention, celle du président de la République, celle de Bruno Le Maire et de moi-même, de subordonner toute autre priorité à celle-là, celle de soutenir nos acteurs pour qu'ils soient en capacité de développer ces modèles et que nous puissions en disposer, en être maîtres et possesseurs. Non pas que nous soyons fanatiques de l'IA, non pas que nous soyons technolâtres, non pas que nous voyions dans l'idée d'être maîtres et possesseurs de modèles d'IA générative l'objet ultime de notre vie ou de notre carrière politique, non. Mais c'est parce que nous avons à gérer aujourd'hui, mesdames et messieurs, les conséquences de ce que c'est que de ne pas être maître et possesseur d'une technologie. Je regarde la vague technologique précédente, celle qui a conduit à la diffusion des réseaux sociaux et des places de marché sur l'ensemble de la planète et en Europe en particulier. Nous avons pris l'année dernière des règlements extrêmement ambitieux au niveau européen. C'est la France qui en a été à l'initiative, c'est la France qui les a portés et c'est sous présidence française que ces règlements ont été adoptés. Je pense au règlement sur les services numériques et au règlement sur les marchés numériques. Nous sommes extrêmement satisfaits d'être parvenus à adopter ces règlements que le monde entier nous envie et dont le monde entier regarde avec attention la manière dont ils vont être mis en œuvre. Mais je vous le dis, tout cela ne suffira pas à atténuer l'anxiété, la frustration, voire même la fatigue démocratique
qui s'est installé dans l'esprit et parfois dans les cœurs de nos concitoyens. Et cela pour une raison simple. C'est parce que les concepteurs de ces grandes plateformes de réseaux sociaux, de ces grandes plateformes de places de marché, ont été visionnaires, ont été à bien des égards extrêmement innovants, mais ils ont conçu des outils qui ne sont pas exactement en phase avec la vision que nous avons de l'homme, des droits d'auteur, de la protection de la vie privée, etc. Et donc nous régulerons autant que nous voudrons. Nous ne serons jamais parfaitement satisfaits par un outil qui n'aura pas été conçu par nous. Et je ne veux pas me retrouver dans 10 ou 15 ans, je ne suis pas sûr que je sois encore sur cette estrade en train d'introduire la soirée du top 250, mais que celle ou celui qui occupera ma place dans 10 ou 15 ans se retrouve une nouvelle fois à gérer une inquiétude, une fatigue ou une déprime démocratique liée au fait que des outils que nous aurons invités dans toutes les dimensions de nos vies quotidiennes n'aient pas été conçus selon la manière dont nous percevons le monde et selon la manière dont nous voulons construire le monde pour demain. Voilà la priorité qui est la nôtre et à laquelle nous subordonnons toutes les autres, y compris les questions de régulation. Nous régulerons sereinement quand nous serons maîtres et possesseurs de l'outil. Mais nous régulerons, nous savons faire. Nous avons de l'expérience en France pour réguler, rassurez-vous. Mais avant ça, nous voulons vraiment ne pas rater cette révolution-là et nous aurons besoin de vous toutes et tous. Nous échangeons régulièrement avec Numéum et sa présidente, mais nous aurons besoin de vous toutes et tous pour accompagner les acteurs de ce secteur, les acteurs émergents, qui vont être pour beaucoup d'entre vous des interlocuteurs, des fournisseurs, des partenaires. Je compte sur vous pour les encourager, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on fait pour le court terme, mais qu'on fait aussi pour préparer l'avenir de notre pays. Et donc ça suppose une mobilisation générale. Très bonne soirée à tous et merci pour votre attention.